Je vais demander de suite à Liliane Lénart, on peut l'applaudir, présidente du CGOS, de bien vouloir monter sur scène, madame, si vous voulez bien vous donner la peine. Et je vais de ce pas vous accompagner. Bonjour madame, vous êtes... alors je vais vous donner un micro, bien sûr. Voilà. Vous êtes la présidente du comité de gestion des œuvres sociales depuis 2007. C'est un organisme qu'on a plutôt l'habitude d'appeler sous son sigle CGOS. On vient de le voir, le CGOS fête cette année ses 50 ans d'existence. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas été là au démarrage, près du berceau de ce bébé à l'époque, il serait peut-être intéressant de nous rappeler qui en ont été les bâtisseurs, les constructeurs du CGOS, et puis dans quel contexte est né cet organisme. Alors je dirais que le CGOS est né d'un compromis, je dirais, entre les organisations syndicales, la Fédération hospitalière de France et le ministère. L'ensemble des partenaires avaient l'intention de mettre en place une politique sociale pour les établissements de santé. Les avis sur la manière de mettre en place la politique sociale étaient légèrement divergents. Certains prenaient plutôt une action plus locale. Le ministère penchait plutôt pour une action nationale qui regroupait l'ensemble des prestations sociales. Et finalement, il a été décidé de mettre en place une association loi 1901 qui permettait à l'ensemble des partenaires de se retrouver dans le cadre de l'action sociale. Alors qui en furent les premiers membres ? Alors les premiers membres de ce CGOS, de cette association, était tripartite. Il y avait bien entendu les organisations syndicales, avec FO, CFDT, CGT. Il y avait la Fédération hospitalière de France avec son président. Et il y avait au départ, bien entendu, le ministère de la Santé, qui siégeait au sein du conseil d'administration du CGOS. Alors qui dit association, action sociale, dit besoin de moyens. Quel était le montant de la cotisation des hôpitaux publics à l'époque, en 1960 ? Si on repart de 1960, le taux de cotisation à l'époque était de 0,50% en 1960 et il a été porté très vite en 1963 à 0,60% de la masse salariale des établissements, sachant que de toute façon l'adhésion à ce comité était facultative et que les établissements qui adhéraient devaient verser. Et ceux qui n'adhéraient pas, bien entendu, ne versaient pas. Alors quelles furent les premières prestations offertes aux salariés, aux agents des hôpitaux publics à l'époque ? Alors les prestations, je dirais, historiques du CGOS ont été d'abord la prestation garde d'enfants. Ensuite, il y a eu une prestation qui est toujours une prestation phare, la prestation maladie. Et il y a eu la prestation départ à la retraite. C'est les trois grandes premières prestations qui ont été mises en place, mais pas en 1960. Il a fallu d'abord que l'association travaille à ce que vous voulez mettre en œuvre. Et elle a commencé par ces prestations-là. Donc garde d'enfants en première prestation. Garde d'enfants, c'était la première. Oui. C'était lié, je suppose, à l'emploi massif des femmes à l'époque. Si on prend oui, il y avait beaucoup de femmes dans la fonction publique et c'était logique qu'on veuille les aider avec une prestation pour garder les enfants. Alors 50 ans plus tard, à quoi ressemble le CGOS ? Alors 50 ans plus tard, le CGOS est toujours une association loi 1901 avec une composition paritaire. Je dirais ce qui a changé au niveau paritaire, c'est que le ministère ne fait plus partie du conseil d'administration. Nous nous retrouvons à deux partenaires, les organisations syndicales et la Fédération hospitalière de France, puisque le ministère est notre organisme de tutelle. Aujourd'hui, combien d'établissements sont membres de cette association ? Aujourd'hui, nous avons à peu près 2500 établissements. Et il faut que je précise que si l'adhésion était facultative dans les années 60, à partir de 1999, la participation à l'action a été rendue obligatoire par la loi de 1999 et les établissements sont donc tenus d'adhérer à un organisme qui assure les prestations sociales. Et le CGOS a été, à partir de 1999, agréé en qualité d'organisme chargé d'assurer la prestation sociale. 2500 établissements publics, ça représente combien d'agents ? Et puis la répartition hommes-femmes ? À peu près 900 000 agents. Je dirais qu'il y a 70% de population féminine. Et le personnel soignant, bien sûr, est le personnel soignant est bien entendu majoritaire. Donc la gouvernance de départ a un tout petit peu changé, mais on est toujours sur un fonctionnement paritaire, c'est ça ? Toujours. C'est le principe du CGOS. C'est le principe de base de fonctionnement du CGOS. Nous sommes une association loi 1901 avec un conseil d'administration qui est paritaire, avec une assemblée générale où vous retrouvez l'ensemble des composantes. Alors je dirais au niveau du paysage syndical, il y a eu également une évolution, puisque nous avions au départ, je dirais, les fondateurs FO, CFDT, CGT, et nous avons aujourd'hui dans notre conseil d'administration de nouvelles composantes syndicales, même si elles sont en nombre moins important. Nous avons aujourd'hui aussi l'UNSA et le Sud, avec la Fédération hospitalière de France, qui est le représentant employeur.
Combien de membres au sein de ce conseil d'administration? Alors, il y a 40 membres, 20 représentants des organisations syndicales et 20 représentants de la Fédération hospitalière de France. Alors, parlons un peu argent, madame. De quel budget disposez-vous aujourd'hui? Alors, le budget du comité de gestion des œuvres sociales s'élève à peu près 335 millions d'euros. La cotisation, vous l'avez dit, elle a sérieusement augmenté, si j'ai bien compris. Oui, la cotisation qui était de 0,60% en 1963 est passée à 1,50% en 1999 et elle n'a pas bougé depuis. Donc, Et bien entendu, je voudrais compléter en disant que le CGOS n'est pas hostile à une augmentation de la cotisation. On leur posera la question tout à l'heure autour de la table ronde, notamment aux directeurs d'établissement, dont vous faites partie d'ailleurs, puisque vous êtes un directeur d'établissement. On vous reposera la question, est-ce que vous seriez favorable à une augmentation de cette cotisation? 335 millions, c'est ça? 335 millions. En 2009, combien d'argent avez-vous redistribué? Parce que ça, c'est l'argent que vous avez collecté. Nous avons redistribué à peu près 315 millions d'euros. Le pour reliquat. Pardon. Et le reliquat, ce sont les frais de gestion. Pas qu'on vous accuse de partir en vacances. Non, le reliquat, ce sont les frais de gestion, les frais de communication et les frais de développement. Combien d'agents aujourd'hui sont bénéficiaires de ces différentes aides et prestations? Il y a environ 550 000 agents qui sont bénéficiaires des prestations du CGOS, quelque nature qu'elles soient. Alors, c'est le top 3 ou le top 4 ou le top 5 des prestations ou des aides versées aujourd'hui par le CGOS? Alors oui, de parade, nous retrouvons la première prestation qui est études, éducation, formation. La deuxième, qui est une prestation historique, je dirais, c'est la prestation maladie. Et la troisième prestation, c'est le départ à la retraite, qui est, je dirais aussi, une prestation historique qui a été mise en place au début du CGOS. Alors, vous venez de citer 3 prestations. Est-ce que ces prestations sont versées de manière, j'allais dire, forfaitaire à tous les agents qui en font de la demande? C'est en fonction du quotient familial? C'est en fonction de quoi? Alors, sans rentrer dans les détails. Je dirais que la prestation études-éducation, elle est versée en fonction du quotient familial. La prestation maladie, elle est versée en fonction de la rémunération et de l'indice de l'agent, donc pas de quotient familial. Et la prestation départ à la retraite, c'est un montant qui est versé, quelle que soit la position, quel que soit le quotient familial de l'agent. Montant forfaitaire. Là, vous nous avez cité les 3 premières prestations. Ça veut dire qu'il reste quand même un petit peu d'argent dans les caisses. Et qu'est-ce qu'on fait avec, si je ne me suis pas trompé, il reste à peu près 130 millions d'euros, grosso modo? Je disais oui, parce que 88 millions pour la prestation études, 60 millions pour la maladie, 30 millions pour le départ à la retraite. Donc il reste encore un peu d'argent pour faire d'autres choses. Et qu'est-ce qu'on fait avec alors? Alors nous avons des prestations qui sont importantes que je citais, c'est les aides remboursables et non remboursables. Nous avons également, je dirais, moi ce que je mets sous un panel, je dirais les vacances, les vacances. Nous avons au niveau vacances le catalogue escale vacances qui permet aux gens de partir. Nous avons le chèque vacances et nous avons la prestation vacances famille. Nous avons ensuite, je dirais, culture, nous avons la billetterie et nous avons d'autres prestations qu'il faut citer qui, je dirais, qui sont un peu en vrac. Adoption, naissance, chèque disque, chèque lire, vous avez un petit peu de tout. Pour revenir à la première prestation que vous nous avez évoquée, celle qui concerne la prestation études, ça regroupe quoi? Qu'est-ce qu'on met sous cette dénomination? Alors c'est une prestation sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et qui a évolué depuis le début. Prestation études, c'est que nous versons une prestation aux agents dont les enfants vont à l'école primaire, vont au collège et vont dans les lycées généraux ou lycées professionnels. Donc dès qu'on a un enfant qui va au primaire, on lui verse une somme. Il faut qu'il demande et on peut lui verser une prestation en fonction de son revenu. Voilà. D'accord. Et ça jusqu'à l'université? Jusqu'à l'université, sachant qu'on a fait un effort considérable en ce qui concerne la prestation pour l'université et en direction des familles qui sont un peu plus modestes, notamment en propos des enfants qui doivent quitter la ville où ils sont pour aller travailler ailleurs. Donc on a mis en place à ce niveau-là ce que nous appelons, nous, une prestation hébergement, ce qui permet de pouvoir payer une certaine somme pour que les enfants puissent s'installer ailleurs. Cette prestation versée qui est la première en termes de chiffres, est-ce qu'elle l'était déjà il y a 10 ans en arrière ou est-ce que ça a évolué? Alors, ou 20 ans en arrière? Cette prestation, depuis qu'elle est mise en place, elle progresse régulièrement et je pense qu'elle est devenue très rapidement une de nos premières prestations, une des prestations phares que les agents hospitaliers attendent. D'accord, c'est une forte demande des agents. C'est une forte demande et surtout, je pense qu'elle a un véritable sens social dans la mesure où elle permet aux revenus les plus modestes de pouvoir les aider pour que leurs enfants fassent des études. Alors, dernier point que je souhaitais que nous abordions ensemble, madame, avant de laisser la parole à Michel Chauvière, notre sociologue. Cela concerne la répartition des prestations entre le national et le régional. Comment ça fonctionne pour bien comprendre?
Alors, je vous rappelle que le CGOS est une association unique et qu'elle a, dans son mode de fonctionnement, délégué à des régions un certain nombre de prestations et de possibilités pour avoir finalement une action de proximité. Donc, au niveau des cotisations, le CGOS, je dirais, reçoit l'ensemble des cotisations. 75% sont dédiés aux prestations nationales et 25% sont reversés dans les régions pour que les régions puissent faire des prestations qui sont plus proches de leur milieu, plus proches des besoins des hospitaliers dans la région dans laquelle ils se trouvent. Madame, qu'est-ce que vous avez tenté d'une telle journée ? Eh bien, aujourd'hui, je pense que le CGOS fête ses 50 ans. Il était important de pouvoir montrer qu'il a été mis sur... Il a démarré en 1960. Il est toujours là en 2010. Il fait toujours plus au niveau des prestations pour les hospitaliers. Il s'est adapté à son mode, on l'a vu dans le petit... s'est adapté à l'évolution de la société. Et je pense que ça serait intéressant finalement de pouvoir échanger avec la salle pour savoir si vraiment nous sommes vraiment en phase et que nous répondons aux attentes des hospitaliers. Bon, on espère fêter le centenaire. Ah, peut-être pas nous deux, mais moi, d'autres le fêteront à notre place. On peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup, madame. On va vous garder avec nous, si vous le voulez bien. Et on va inviter maintenant Michel Chauvière. Michel Chauvière, voilà, on peut l'applaudir. Directeur de recherche au CNRS, docteur en sociologie. Je vous en prie, Michel Chauvière, installez-vous. Avec vous, nous allons faire un petit retour en arrière. Voilà, prenez un micro, vous en avez un à portée de main. Vous allez un petit peu nous retracer l'action sociale. Vous avez vu, le CGOS avait préparé aussi une vidéo qui nous permettait de revenir jusque dans les années 60. Vous démarrez en quelle année, Michel Chauvière, votre retour en arrière sur l'action sociale ? Bonjour. Merci d'abord de m'avoir convié à cette journée, cet après-midi plus exactement. Merci de me faire découvrir le CGOS dont j'ignorais tout avant que je ne sois informé de son existence et de cette demande. Je suis au CNRS et d'ailleurs au CNRS on a une sorte d'équivalent, c'est le KS qui a à peu près le même mode de fonctionnement, mais ce n'est pas le sujet. Alors on remonte à quoi ? On remonte comme on veut, c'est-à-dire on peut remonter à la Troisième République, on peut remonter à la Révolution française. Le très beau document présenté tout à l'heure remontait à la Révolution française et je crois que c'est assez juste dans le cas français, il faut remonter là. Alors, j'ai organisé ma réflexion sur deux bases. D'une part, une base un peu historique, quelques éléments comme ça pour essayer de dire quelque chose de l'action sociale, et puis des éléments un peu sociologiques pour essayer d'ouvrir la boîte noire. Le problème, c'est, en gros, que veulent dire ces mots ? Action sociale, que veulent dire ces mots ? Qu'est-ce qu'on entend ? Alors, vous avez donné évidemment une réponse à travers ce qui a été fait. Mais moi, je voudrais essayer de donner une réponse d'une autre nature à travers ce qu'on a essayé de construire historiquement derrière les mots d'action sociale. Alors, je rappelle d'abord une chose, c'est que la Constitution de la France, en tout du moins le préambule de 1946, stipule que la France est une république indivisible, démocratique, laïque, oui, et sociale. Le « et social » est intéressant, on l'oublie souvent. Le social a valeur constitutionnelle chez nous, au même niveau que la laïcité ou la démocratie, ce qui est beaucoup. Le législateur, à l'époque, pensait évidemment à la sécurité sociale de 1945, qui venait d'être adoptée. C'est plus tard qu'on aura des changements dans la Constitution, notamment en 2003, au moment de l'acte 2, puisqu'on va intégrer l'idée que son organisation est décentralisée, ce qui fait qu'une partie de l'action sociale administrative classique est décentralisée, comme vous savez, au niveau des départements. Alors pour autant, l'action sociale, malgré les dates que je prends comme pour entrer, je vais reculer tout à l'heure, n'est une catégorie administrative officielle que beaucoup plus tard, tout petit peu plus tard. Alors je voudrais commenter ce point-là de 4 façons. D'abord dire qu'en 60, au moment de votre création, puisque c'est vous qui m'imposez la date en quelque sorte, l'action sociale n'est nominalement pas inscrite au fronton de quelques ministères ou quelques grandes directions d'administration sociale qui soient. À l'époque, il s'agit de la population. Il s'agit de la population ou de la santé. Mais pas d'action sociale. Le terme action sociale ne va intervenir qu'à partir de 1965, associé d'ailleurs à population, puis dissocié de population,
pour laisser place à un secrétariat d'État à l'action sociale entre 75 et 78 avec M. Lenoir, qui en était à ce moment-là le titulaire. C'est un moment important. Et puis disparaître ensuite avec d'autres recombinaisons. C'est un secteur où on a beaucoup d'appellations comme ça qui fragilisent un tout petit peu l'idée et l'identité même de l'action sociale. Vous savez aussi d'ailleurs que la décentralisation ensuite a transféré les compétences, un bon nombre de compétences au niveau des départements. Mais vous savez aujourd'hui qu'on a abandonné la référence à l'action sociale au profit d'une nouvelle référence qui est apparue il y a quelques mois dans le cadre de la RGPP, qui est la cohésion sociale. Alors on pourrait discuter effectivement sur les avantages et les inconvénients de dire plutôt l'un que l'autre. J'ai quelques avis sur le sujet. Si j'ai le temps, je vous les donnerai tout à l'heure. Alors, l'autre élément important, c'est que le terme population, qui donc était en usage au moment où vous êtes apparu, lui-même provenait de 1945 et avait remplacé à la Libération le terme famille, sous couvert duquel on avait commencé à structurer une administration qu'on dira aujourd'hui d'action sociale, hein, dans le cadre notamment du commissariat général à la famille. Alors ces dates ne sont pas négligeables parce que c'est au même moment qu'on développe aussi qu'on change le statut de l'hôpital et qu'on développe, ça a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure de manière tout à fait claire. Ce que je voudrais ajouter également, c'est que la promotion de l'idée d'action sociale et même l'institution de l'action sociale comme action spécifique, mais parmi les grandes compétences de l'administration publique, est corrélée aussi avec la planification. Le 4e plan, le 5e plan, le 6e plan ont porté l'idée d'action sociale, l'idée de la nécessité d'un cadre spécifique. Voilà. Alors depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit en interne, je dirais, de ce qu'est l'action sociale? Je vous donne deux définitions. La seconde est un peu emphatique, mais enfin je la donne tout de même. La première, plutôt administrative, l'action sociale désigne l'ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou réglementaires et par des actions. Alors on devrait dire qu'elles sont parfois facultative, mais ce n'est pas dit dans la définition, visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie ou à s'adapter au milieu social et environnement. L'autre, qui est plus emphatique et que je trouve peut-être excessive en ce sens qu'elle crée des attentes qui sont difficiles à couvrir, l'action sociale tend à promouvoir dans un cadre interministériel l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. C'était la loi 2002 dite de rénovation de l'action sociale et médico-sociale. Je pense que le bilan est on est assez loin de cette perspective. Alors, cependant, avant 1960 et avant tout ce que je viens de raconter, le terme d'action sociale était déjà utilisé. Il était utilisé, il appartenait déjà au monde des acteurs, notamment des premiers professionnels ou des premières professionnelles, le monde des assistantes sociales par exemple, qui se structure dès avant la guerre 14, et puis dans les organisations du monde du travail, et ça n'est pas étonnant que ça aboutisse sous la forme que vous avez rapportée tout à l'heure, ou encore dans le champ familial, les organisations familiales regroupées en 1945 dans le cadre de l'UNAF et des UDAF, etc., ont ce vocabulaire. Alors, il faut essayer de comprendre d'où vient ce vocabulaire. Il a différentes origines. Dans les milieux catholiques sociaux, qui sont jamais loin de tout ce qui est social en France, après Rerum Novarum, l'encyclique de Léon XIII en 1891, vous voyez qu'on remonte loin, hein, une importante évolution se fait jour. Et je voulais en dire deux mots parce qu'elle mêle évidemment le prosélytisme religieux et l'intervention au plus près des gens. Au plus près des gens. Ça, c'est le principe de subsidiarité qu'on va voir réapparaître à différentes reprises. Le lieu de l'intervention, c'est au plus près des gens. Ça revient assez régulièrement dans l'action publique. Alors, les jésuites de l'action populaire, je ne commande pas, utilisent le mot précisément d'action sociale. Hein. C'est peut-être eux qui l'ont fabriqué, sans doute pour le distinguer à leur façon de l'action charitable ou encore de l'économie charitable, selon des catégories de l'époque. Alors, la Troisième République est remarquable sur ce terrain aussi par l'importance de la législation d'assistance qu'elle va mettre en œuvre entre 1880 pour aller vite et la guerre 14-18. Là, il y a une vingtaine de textes tout à fait fondamentaux qui organisent tous les grands secteurs de l'intervention sociale, d'action sociale aujourd'hui encore. Et l'ensemble, le croisement de ces deux mouvements fait le lit finalement des premières assistantes sociales, si on peut parler comme ça trop rapidement, en tout cas le lit de la première professionnalisation dans ce champ. C'est tout à fait important. On parle à l'époque de surintendantes d'usine ou d'infirmières visiteuses avant que ça s'organise sous le label générique d'assistante sociale. Tout ça, on est avant 14-18 ou pendant 14-18. Alors,
deux remarques là-dessus. La part du droit, des droits sociaux, de l'accès aux droits, comme on dit aujourd'hui, est assez faible dans ces milieux encore. Et il y a d'ailleurs des ambiguïtés qui flottent et qui flotteront longtemps. Et vous avez d'ailleurs, d'une certaine manière, essayé de redresser un tout petit peu les images tout à l'heure. J'ai apprécié. Parce que pour les uns, c'est encore de la bienfaisance privée avec des fonds publics ou des fonds liés aux entreprises. Pour d'autres, ce sont déjà des droits. Et c'est important ce débat pour savoir si c'est un droit ou si c'est de la sollicitude ou si c'est de la compassion. Je le dis parce que ça revient aujourd'hui dans le débat public. Aujourd'hui, il y a une tendance à revenir à de la compassion privée le plus souvent. Alors, c'est important de le noter. Et pourquoi j'en profite pour faire une petite excursion plus tôt dans le temps, c'est que c'est vrai que c'est en application un peu des travaux de la Révolution française, de la définition des révolutionnaires de ce qu'est l'assistance. L'assistance, travaux du comité de mendicité du duc de La Rochefoucauld-Liancourt. L'assistance, ce n'est pas de la charité, c'est du droit. C'est du droit. Hein. Et petit clin d'œil aussi, il y a un siècle de cela, au moment du vote de l'une des lois importantes de cette période, la première loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910, Jean Jaurès, contre une partie de son parti d'ailleurs, défendait l'idée qu'il faut de toute façon faire avancer les droits. Hein, c'est en droit qu'il faut faire avancer les choses, et non pas en monnaie ou en moyens d'abord. Voilà. Alors, évidemment, l'étape importante dans cette histoire, c'est l'instauration de la sécurité sociale, hein, qui va changer le paysage à base salariale, en même temps d'ailleurs que l'hôpital public s'installe, que progressent les droits objectifs des travailleurs. Je pense notamment au droit du travail, bien sûr, après le Front populaire, après le Conseil national de la résistance. Il y a toute une période là qui est favorable à ce que vous avez également développé tout à l'heure. Donc une nouvelle philosophie du vivre ensemble, solidairement, une nouvelle donne institutionnelle face aux aléas de la vie. Ainsi, on a d'autres ressources que l'aide sociale d'origine fiscale ou la charité publique qui continue à fonctionner. On a notamment les cotisations, qu'elles soient patronales ou salariales. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. On a d'autres institutions comme les comités d'entreprise ou ce qui en tient lieu dans certains cas. D'autres services tels les services d'action sociale des entreprises publiques, privées, etc., associatives, des caisses de sécurité sociale. Par exemple, je me rappelle un travail qui avait été fait que je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque malheureusement sur l'action sociale des caisses de location familiale. Hein, ce qui est un moment important. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de travaux sur toute l'action sociale des différentes grandes entreprises, mais c'est tout à fait riche. Alors, tout ça va se mettre en place progressivement. Alors, je rappelle que, évidemment, il faut intégrer toutes ces données pour avoir une petite idée de ce qu'est l'action sociale aujourd'hui. Ce n'est donc pas, et je vais essayer d'en dire un peu plus tout de suite, ce n'est donc pas qu'un cadre. Ce n'est donc pas qu'un cadre d'action, qu'un cadre plus ou moins administratif. C'est une catégorie vivante, c'est une catégorie construite, c'est une catégorie complexe. L'histoire montre que c'est, on peut le dire dans les termes suivants, c'est aussi une conquête sociale à visée redistributive qui est fragile, sans doute, si elle n'est pas solidement institutionnalisée, qui est réversible, parce qu'elle marque, dernière remarque, le passage sur le fond, de ce qui pouvait s'appeler les œuvres sociales autrefois, souvent paternalistes, hein, à de l'action sociale. Donc là, on a une espèce de modernisation des œuvres dans changement de vocabulaire, ou encore le passage de l'assistance aux victimes à la solidarité salariale. Et on est bien dans ce cadre-là. Alors, est-ce qu'on peut en dire un peu plus, si j'ai encore deux minutes, hein, je peux, pour essayer de rentrer un peu plus dans cette boîte noire, parce que j'ai pris au sérieux l'action sociale, j'ai essayé de regarder comment elle s'installe dans l'histoire. Je dirais du point de vue substantiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue derrière ce sigle, cette formule, ce cadre. Je dirais qu'à la fois, il y a une obligation d'objectif et une obligation de moyens. Et je dis ça volontairement parce qu'aujourd'hui, on est en train d'oublier les obligations d'objectifs pour ne s'intéresser qu'aux obligations de moyens qu'il faut rationaliser à tout prix, etc. Il y a les deux. Il y a un style, l'action sociale. Il y a un design, comme on dit quelquefois. Alors, par objectif, j'entends que l'action sociale implique en effet de penser qu'il existe, et qui doit demeurer d'ailleurs, une articulation substantielle, nécessaire, entre une approche globale, sociétale, on dira aussi, des problèmes ou des enjeux sociaux, et vous en êtes le témoin, je crois, et une approche plus individuelle, plus clinique, on dit quelquefois, des difficultés ressenties par les gens. Donc ce lien-là est assez fondamental, et je crois qu'il fait objectif.
C'est une équation magique, bien évidemment, exigeante, forcément difficile, qu'on retrouve dans toute action sociale. Ça revient à servir les gens tout en rappelant le lien social qui nous lie. Donc servir les gens, mais d'une certaine façon, dans un cadre collectif. C'est ça qui donne sens, je crois, à l'idée de service, et de service hors marché, bien évidemment. Et ça, je crois qu'il faudra parler des frontières avec le marché tout à l'heure. C'est en cela qu'elle est sociale. Et c'est aussi, me semble-t-il, l'une des raisons pour lesquelles la gestion syndicale, dont vous avez dit 2 mots tout à l'heure, et j'ai bien apprécié, a un rôle historique tout à fait important de préservation de cette qualité. Le syndicalisme n'est pas simplement là pour gérer, il est là aussi pour rappeler le sens un peu des choses. Vous êtes garant d'une sorte de plus-value attachée à cette façon d'être solidaire que les prédécesseurs, les pionniers ont construit par choix contre d'autres solutions plus privées, plus privatistes, plus marchandes peut-être maintenant aujourd'hui. Donc tout ça va bien au-delà de la simple gestion. Alors du point de vue des moyens maintenant, j'avais dit une exigence d'objectifs, une obligation d'objectifs et une obligation de moyens. Du point de vue des moyens, c'est un peu la même chose. L'action sociale signifie que la réponse à cette exigence peut se faire par la voie de l'action collective. Et c'est ça aussi que symbolise le syndicalisme, organisé évidemment, et non pas par l'automaticité du guichet, qui est un modèle qui tend à se développer. À la limite, le chèque emploi-service, sous certaines conditions, ça devient du guichet portable. Chacun son bout, chacun sa carte vitale, quoi, en quelque sorte. Et on ne sait plus ce qu'il y a derrière, d'où ça vient, pourquoi on a des cartes vitales. C'est dangereux pour la génération qui monte, d'ailleurs, qui naît avec une carte vitale dans la poche et qui ne sait pas ce que ça signifie historiquement, de lutte, de compromis aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai bien aimé ce mot. Donc, quelque chose donc, qui relève plutôt encore de l'action collective. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez un numéro de votre revue qui rappelait la nécessité de l'action collective. J'ai bien noté ce titre-là. Je crois qu'elle est incarnée dans ce type de montage contre, évidemment, le style guichet, le style carte vitale, etc., qui sont par ailleurs des outils évidemment importants. Je ne vais pas mettre ça en question. Alors, attention, quand je dis l'action, ce n'est pas l'activation, selon ce terme aujourd'hui dominant, l'activation des dépenses publiques ou l'activation des bénéficiaires, vous savez, dont on dit qu'ils doivent devenir entrepreneurs d'eux-mêmes, c'est-à-dire plus responsables, plus solvables, plus solvabilisables, etc. etc. Ça, c'est un cours très contemporain de l'action, à mon avis, un détournement de la notion d'action. Alors, la mise en œuvre de cela est particulière, et je voudrais insister sur un dernier point avant de finir. Je crois que pour aller dans cette direction, et vous le mettez en œuvre vous aussi, me semble-t-il, il faut, je crois, tout à la fois actionner 3 claviers. C'est un peu de l'orgue, ce genre de choses, c'est pas du piano. 3 claviers distincts mais inséparables. Le clavier des droits-créances, c'est-à-dire ces droits qui sont ouverts, c'est pas de la générosité, c'est du droit des travailleurs, à partir de leur travail, donc des droits à créance qu'il faut protéger parce que la tendance serait à grignoter évidemment ces droits. Le clavier des institutions publiques ou équivalents ou assimilés, enfin vous êtes une association mais enfin vous avez une sorte d'esprit de service public et d'intérêt général, enfin vous vous rapprochez finalement beaucoup plus de l'esprit du service public que de l'esprit du monde marchand, c'est tout à fait clair. Donc ça, il faut protéger ce genre de choses parce que c'est mis en grande difficulté aujourd'hui, notamment avec ce qui vient de l'Europe, la directive service, j'en passe, et des meilleurs, ou peut-être même la loi Borloo de 2005 sur les services à la personne, qui privatise, ou tout du moins qui renvoie au gré à gré. Ça, c'est la fin de ce type d'organisation. Et puis le clavier des pratiques professionnelles de type clinique. Je veux dire par là des humains qui parlent à des humains, et non pas des guichets. Des professionnels, vous avez beaucoup de professionnels, c'est tout à fait important parce que c'est des aides qui sont servies par des humains en direction d'humains. Ça donne un style, ça aussi. Voilà. Alors, ce modèle, évidemment, me semble important à défendre, pour des raisons tout à la fois, j'allais dire, de philosophie générale de l'action publique, mais aussi de solidarité simple. Au-delà de ça, je crois qu'on n'a pas fait mieux, et je crois que la marchandisation, si elle pénètre trop ces domaines-là, risque de faire moins bien. Une baisse générale de la qualité et une perte de la dimension sociétale, de la dimension collective que j'ai essayé de rappeler tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être tout à l'heure revenir sur la directive service et les effets qu'elle pourrait avoir sur quelques initiatives comme les vôtres. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel.
Chauvière pour tous ces éléments d'appréciation. On va démarrer tout de suite notre table ronde et pour ce faire, je demande à un certain nombre de personnalités de nous rejoindre sur scène. Annie Podeur, si elle est là. Liliane Lénart est déjà là. André Fritz, Denis Fréchou. Je vous en prie, montez sur scène, mesdames, messieurs. Dominique Coiffard, Didier Bernus, Michel Chauvière et Nathalie Gamio-Chipi, si vous voulez bien vous donner la peine. Installez-vous, on peut vous applaudir bien fort. Est-ce que tout le monde est là? 1, 2, 3, 4. Voilà. Tout le monde a une place. Très bien. Je vais en profiter pour vous présenter. Si vous pouviez nous faire un petit signe de la main pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Annie Podeur, voilà, directrice générale de l'offre de soins au sein du ministère de la Santé. Liliane Lénart, nous ne la présentons plus. André Fritz, directeur général du CHU de Rennes. Denis Fréchou, directeur des hôpitaux de Saint-Maurice et président de la conférence nationale des directeurs des centres hospitaliers. Dominique Coiffard, il est là, secrétaire national de la CFDT, en charge de la fonction publique hospitalière. Didier Bernus, il est là, secrétaire général FO en charge des services publics et santé. Michel Chauvière, je l'ai déjà présenté, et Nathalie Gamio-Chipi, secrétaire fédérale CGT Santé et Action sociale. Si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, vous avez des micros devant vous. On va peut-être vous demander de réagir à ce que vous venez d'entendre de la part de notre sociologue, de Michel Chauvière. Et pour cela, j'avais envie de démarrer avec vous, peut-être à Annie Podeur. Je vais juste lancer 2-3 chiffres et puis je vous laisserai nous dire ce que vous pensez de ce que nous a raconté Michel Chauvière. Vous êtes donc directrice générale de l'offre de soins. Pour faire simple, vous avez sous votre responsabilité non seulement tous les hôpitaux publics, je ne sais plus combien ils sont en France, les hôpitaux publics, Annie Podeur, très nombreux en tout cas. Plus de 1000. Un peu plus de 1000. Mais vous avez aussi les cliniques privées, plus de 2000. L'ensemble représentant 500 000 lits, 1 250 000 salariés, 25 millions d'entrées en hospitalisation, 15 millions de passages aux urgences, et puis un budget, quand je vais donner le chiffre, on va peut-être finir par s'écrouler, c'est un budget de dépenses de soins en milieu hospitalier qui est égal, je crois, à 73 milliards d'euros. Ça, c'est des chiffres de 2007, ça a peut-être encore augmenté entre-temps. Non. Dites donc, en 2007, vous avez fait des gros arrondis, hein, mais c'est de cet ordre-là. D'accord, très bien. Annie Podeur, une réaction peut-être à ce que vient de nous raconter Michel Chauvière? Il nous a parlé de l'action sociale d'une institution, il nous a parlé de l'action sociale qui pouvait devenir parfois une sorte de guichet où les agents viendraient piocher les aides et les prestations telles qu'ils l'entendraient. Vous, quel regard vous portez sur cette action sociale? Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir fait l'histoire du concept d'action sociale avant d'envisager ces modes d'organisation. Et je remercie surtout le CGOS avec lequel nous avons des rendez-vous réguliers, parce que le CGOS est certes une association, mais c'est une association au service de l'ensemble des personnels hospitaliers, de la fonction publique hospitalière, et qui a une mission qui est maintenant reconnue par la loi, puisque c'est une loi de 99 qui a institué l'action sociale au nom des droits statutaires des fonctionnaires. Donc, j'allais dire, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, les agents, les personnels hospitaliers sont fondés à revendiquer leurs droits à une action sociale. Mais le CGOS, c'est bien plus que ça, puisque vous fêtez votre jubilé, on dit ça comme ça, 50 ans. Et en fait, c'est né de l'initiative d'hommes et de femmes qui ont décidé de se réunir au-delà des amicales hospitalières qui avaient pu exister et préexister antérieurement. J'allais dire, je suis très heureuse d'être là cet après-midi. J'avais promis à la présidente de me rendre disponible. Ça a été un peu difficile, mais j'ai privilégié ce temps d'échange avec vous parce que l'action sociale, elle signe au sein du service public hospitalier, vous l'avez rappelé, Monsieur Chauvière, dans votre intervention, elle signe un principe de solidarité. Solidarité entre les agents et le souci dans un service public qui a avant tout le souci de l'autre, parce qu'on accompagne les plus vulnérables, les personnes malades. Le souci est également au sein de cette communauté hospitalière d'être aussi attentif aux collègues et de savoir, entre les personnels, jouer la solidarité
Et donc, j'allais dire, ça se traduit très concrètement par la politique du CGOS, par des prestations qui peuvent être sous plafond. Ce n'est pas un guichet, ce n'est pas dans n'importe quelle condition, parce que ça signe le principe de solidarité. Un deuxième principe de solidarité, la solidarité intergénérationnelle, puisque quand on sort de la période active de la fonction publique hospitalière, on n'est pas oublié. Et en tant que retraité, on reste, on a sa place au sein du CGOS. Et quand on est enfant d'agent de la fonction publique hospitalière, on bénéficie également des prestations du CGOS. Et j'allais dire une solidarité aussi entre les établissements de santé. Vous l'avez rappelé, ils sont nombreux, mais ils sont très divers. Entre l'AP-HP qui totalise plus de 80 000 salariés et l'hôpital local ou même quelquefois l'EHPAD, parce qu'il y a des établissements médico-sociaux qui sont à 40 salariés, le CGOS permet de jouer la solidarité entre ces établissements et de faire bénéficier des agents d'un accompagnement dans leur vie personnelle, parce que finalement, le bien-être psychologique, l'épanouissement de la personne est aussi une des conditions de sa performance professionnelle, hein, et du fait qu'elle va se sentir bien dans une communauté. Donc ce sentiment d'appartenance, il est signé grâce à l'action du CGOS. Donc ces valeurs de solidarité qui rejoint les préoccupations de service public, qui sont ceux de tous les agents dans la fonction publique hospitalière, sont à mettre au crédit du CGOS. Et c'est sans doute pour la raison pour laquelle, par rapport à d'autres fonctions publiques, le CGOS a été très précurseur et sans doute mieux organisé que dans d'autres fonctions publiques. Denis Fréchou, vous êtes directeur des hôpitaux de Saint-Maurice, 2500 salariés, président de la conférence nationale des directeurs des centres hospitaliers depuis, je crois, octobre 2009. Quelle est votre vision de l'action sociale ? Je crois qu'il y a... Oui, ça fonctionne, on vous entend. Il y a deux aspects dans l'action sociale. Le premier, c'est la vision qu'en ont les salariés. Et les salariés attachent une grande importance à ce volet-là. Mais il y a aussi celui, et je le représente, de l'employeur, des directions d'établissement, qui de plus en plus considèrent que c'est aussi un élément de gestion, de recrutement, de fidélisation des personnels. Et dans les années qu'on vient de connaître, et surtout dans celles qu'on va connaître, on sait qu'on va avoir de grosses difficultés de recrutement, de fidélisation de nos personnels. Donc je crois que ce volet-là, ne serait-ce que sur cet angle-là, et va devenir un aspect très important. Il y a aussi, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, un aspect qualitatif, le fait que l'action que l'on mène traditionnellement, l'attente des personnels est en train de changer, et qu'il y a aussi un aspect qualitatif important. On va passer la parole à André Fritz. Vous dirigez le CHU de Rennes qui emploie 7000 salariés. Vous partagez Je me suis trompé dans les chiffres ? Ah non, pas du tout. Okay. Non. Vous partagez... C'est à la louche. Hein. Oui, bien sûr. Vous en avez grandeur, c'est un ordre de grandeur. Ouais. Vous partagez le point de vue de Denis Fréchou sur enjeu de recrutement, en quelque sorte, il nous dit à un moment donné ? Mais ça, c'est une question tout à fait intéressante. Évidemment, je partage le fait que ça serait tout à fait utile qu'il en soit ainsi. Mais en toute modestie, je ne sais pas le mesurer. C'est une question qu'on se pose parfois. Lorsqu'on recrute, évidemment, on explique aux gens qui vont bénéficier du CGOS. Est-ce qu'on a une vision de l'extérieur, y compris des gens qui ne sont pas salariés de l'établissement, de ce que représente le CGOS? Je dis ça parce qu'évidemment, la vision de ce que représentent les comités d'entreprise dans le secteur privé est souvent beaucoup plus forte que le CGOS, qui reste quand même un peu, mais c'est pas une critique, hein, j'ai 35 ans de vie hospitalière derrière moi, donc je vais pas critiquer l'histoire qu'on retrace aujourd'hui, mais je crois qu'aujourd'hui il y a toujours eu, me semble-t-il, un flou autour de ça. Je vais vous raconter une anecdote par rapport au comité d'entreprise.
Il se trouve que je fais toujours ma carrière à l'ombre du groupe PSA. Je l'ai fait à Mulhouse, je fais aujourd'hui à Rennes. Et à Mulhouse, on disait, ouais, enfin quand même, hein, le comité d'entreprise, c'est mieux que de Peugeot, hein, j'entends. C'est quand même mieux que le CGES, hein, parce que les cadeaux à Noël, ils sont 3 fois plus beaux. Voilà, donc c'était une je voulais pas te faire mal. Hein. C'était une définition de qui, ça? Parce qu'il y avait les infirmières, les femmes qui travaillaient à l'hôpital et leurs maris bossaient chez Peugeot. D'accord. Et les maris chez Peugeot, ils disaient maintenant, les femmes, parce que moi je ne discutais pas direct, je n'allais pas faire une enquête directement dans l'usine Peugeot, c'est les agents féminins du centre hospitalier de Mulhouse qui, dans la période qui suivait Noël, exprimaient une espèce d'insatisfaction devant la disparité de la valeur des jouets, tout simplement. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est anecdotique peut-être, mais je crois que ça rentre dans cette réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord on ne va pas non plus travailler chez Peugeot parce qu'il y a des beaux cadeaux à Noël, mais je pense qu'il y a un certain nombre de comités d'entreprise, évidemment richement dotés, et avec des dotations largement supérieures à celles dont vous disposez, où véritablement il y a un aspect attractif. Je ne sais pas si cet aspect attractif est véritablement connu. Je sais que le CGES fait qu'il le soit, mais la question pour moi reste posée, comme d'ailleurs de manière générale. Et moi, je ne suis pas venu vraiment apporter des réponses, mais témoigner de mes interrogations aujourd'hui. Et Denis l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'attente du personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, là où se positionne le CGES, il est en phase avec les attentes du personnel, si tant est qu'on puisse effectivement en avoir une image précise. Donc je suis un directeur général plein d'interrogations. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Dominique Coiffard, vous êtes secrétaire national à la CFDT. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir des propos de Michel Chauvière, notre sociologue sur la science sociale? Quand il parle en tant que syndicaliste, quand il parle de conquête sociale, de garantie d'une plus-value, de droits créés en esprit du service public, bien sûr, je le rejoins complètement sur ce point. Il a évoqué la directive des services et le gré à gré. C'est vrai que ce n'est pas sans poser de questions. Alors pourquoi je dis ça? Sur notre champ, on mesure, on a le lucratif, on a le public et on a l'associatif. Et quand on reprend la loi Borloo et le service à la personne, on s'aperçoit derrière qu'il y a eu un impact assez conséquent sur l'intervention sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un mélange des genres. On a essayé de professionnaliser, donc je parle essentiellement du maintien à domicile, on a essayé de professionnaliser ce secteur, de construire une convention de collectif de branche, et on s'aperçoit derrière que le service à la personne est venu quand même culbuter fortement, et il y a un mélange des genres aujourd'hui qui ne sera forcément pas sans conséquence à l'avenir pour ce secteur. Dans les définitions qu'il a données, il a parlé aussi de préserver la cohésion de la société. Vous avez l'impression que cette cohésion peut être mise à mal ? Alors, tout dépend ce qu'on met derrière cohésion de la société. Moi, je parle de la société hospitalière. Donc, tout à l'heure, M. Fritz évoquait les recrutements. Alors, si on regarde les 10 dernières années, il est vrai qu'on a une augmentation constante du recrutement dans la fonction publique hospitalière. Je pense que ça s'est arrêté en 2007 et qu'aujourd'hui, on se trouve en difficulté. Donc, on recrute beaucoup moins. Dans le cadre des plans de retour à l'équilibre, où la seule variable d'ajustement est essentiellement l'effectif. Alors là, ça me laisse un petit peu dubitatif, parce que, alors des différents rapports, que ce soit les rapports de l'IGAS ou de la Cour des comptes, qui met en exergue quand même un certain nombre de gabegies dans l'hôpital public, je ne comprends pas que les directeurs ne se soient pas saisis de ces rapports pour aller un peu plus loin et éviter de se pencher uniquement sur l'effectif. Didier Bernus, vous êtes secrétaire général chez Force Ouvrière. Votre vision, qu'avez-vous envie de retenir de ce que nous a raconté Michel Chauvière, notre sociologue? Bien que la question de l'action sociale au niveau hospitalier est fondée sur des valeurs. Quand il fait référence un peu à l'historique et qu'il fixe le cadre en faisant référence à la République sociale qui est inscrite dans la Constitution, c'est effectivement quelque chose de primordial. Ça donne du sens. Ça veut dire qu'en premier lieu, l'action sociale et la création du comité de gestion des œuvres sociales, ça a été un compromis, mais ça a été surtout une volonté partagée. Donc ça ne s'est pas créé sur une base d'un affrontement, puisqu'il y a un certain nombre de compromis qui sont basés sur des bases d'affrontement. Là, ça s'est créé avec une volonté, et une volonté de
de gens qui avaient une vision humaniste, une approche humaniste de l'organisation de la solidarité. La solidarité n'existe pas à l'état naturel, c'est quelque chose qui doit être construite. Et ce que j'ai retenu aussi d'important dans l'intervention de Michel Chauvière, c'est la question de la création de droits. Là aussi, il est de bon ton de dire oui, bah, vous n'avez pas de droits, mais enfin, ce sont des avantages ou des choses comme ça. Non, c'est création de droits. Et la question de la création du droit, ça évite la moralisation des choses. C'est-à-dire qu'on a bien serré la question de qui pouvait émarger et accéder aux œuvres sociales, et quelque chose à laquelle Force ouvrière nous sommes très attachés justement, c'est le fait que chaque agent hospitalier, quel que soit son lieu d'exercice, quel que soit son grade, etc., finalement bénéficie d'un droit commun. Après, il y a les adaptations telles que ça a été présenté par la présidente, en fonction des prestations, selon les coefficients, etc. etc. Mais c'est bien un droit commun, c'est-à-dire que je sois au CHU de Rennes, que je sois à la maison de retraite ou dans l'établissement social public, c'est-à-dire tout le champ couvert, c'est pas que le champ hospitalier, je pense que c'est une petite correction qu'il faut apporter, eh bien, quelle que soit cette situation-là, je bénéficie du même droit. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, et à laquelle nous sommes éminemment attachés. Et puis, un dernier point aussi, je crois que derrière cette volonté, il y a surtout des investissements militants, militants du côté des organisations syndicales, du côté des représentants des employeurs, du côté des personnels qui travaillent au CGOS, qui sont salariés de l'institution, mais tous partagent cette volonté militante de s'intéresser à ça et de consacrer et d'essayer de défendre cette idée, cet idéal qui prévaut et qui est déterminante, y compris quand on discute du budget, de la répartition des prestations, etc. Et quand quelquefois, surtout dans les périodes budgétaires difficiles, où effectivement on a tendance à considérer, où on pourrait avoir tendance à considérer l'action sociale comme étant accessoire ou étant comme une charge, nous considérons que ce n'est pas une charge, c'est un investissement et c'est quelque chose de tout à fait proactif. On va passer la parole, si vous le voulez bien, à Nathalie Gamio-Chipi. Vous êtes secrétaire fédérale à la CGT. Tout à l'heure, Michel Chauvière nous parlait de l'action sociale et il nous disait attention, c'est une conquête fragile. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Alors, c'est une conquête fragile. Moi, c'est vrai que c'est une conquête qui est bon. Alors, je reprends les valeurs de solidarité, mais aussi de salaire différé, puisque c'est une solidarité entre salariés. Et c'est vrai que, alors, Madame Lénard nous a présenté que c'est un ensemble de prestations dont certaines renvoient aussi à la protection sociale, pas uniquement, mais certaines renvoient. Et dans un secteur, le monde hospitalier, et on l'a vu un petit peu dans le petit film sur les origines un petit peu du CGOS, les bas salaires des infirmières dans le monde hospitalier. Alors, fragile, parce que moi je pense que oui, fragile, on est dans un milieu très exposé à la pénibilité, avec une augmentation de la précarité, avec un salariat féminin, des familles monoparentales, et qui renvoie aussi, ça renvoie aussi à la question de l'emploi et des salaires. Mon collègue de la CFDT en a parlé. Donc ça aussi, c'est des prestations salaires différés, ça renvoie à ces questions-là. Donc nous, en tant qu'organisation, c'est comment on avance sur les droits et on est toujours dans plus de conquêtes. Et alors, vous avez présenté des chiffres tout à l'heure, et ce qu'on constate aussi, c'est que on est quand même sur des cotisations qui certes ont augmenté puisqu'elles étaient de 0,5 en 1960 et qu'elles sont de 1,5 aujourd'hui, mais des contributions qui sont plafonnées sur un indice salarial. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'on porte, nous, en termes de conquête, de déplafonner cet indice. Et on s'aperçoit aussi qu'on assiste à une diminution dans le CGOS, alors je vais parler de chiffres aussi, à une diminution de l'augmentation des contributions
d'environ 1% par an. Alors ça augmente encore, mais ça augmente moins vite, on va dire. Ça aurait donc tendance à stagner. Donc le souci pour nous, c'est que effectivement, on ne se retrouve pas dans quelques années avec des contributions qui soient réellement à la baisse. Hein. Donc c'est un enjeu. Hein. Je crois qu'on le verra peut-être tout à l'heure, mais c'est oui, on le un verra enjeu. Un petit peu plus tard. Voilà, bon. Liliane Lénart, vous êtes non seulement présidente du CGES, mais vous êtes aussi la directrice d'un établissement hospitalier, le centre hospitalier de Laval. Est-ce que vous pensez, et c'est le débat qu'avaient commencé à émettre nos deux autres directeurs présents sur scène, est-ce que l'action sociale peut être un plus pour recruter, voire fidéliser du personnel au sein de vos établissements, madame? Alors je pense que l'action sociale menée par le CGES peut effectivement être un plus pour les établissements dans le cadre de recrutement. Encore faudrait-il que les directeurs s'en saisissent et aient parfaitement conscience de l'enjeu et des possibilités de ce qu'offre le CGES. Si je reprends ce que disait André Fritz, s'il compare le comité de gestion des œuvres sociales au comité d'entreprise, je dirais qu'on compare des choses qui ne sont pas entièrement comparables. C'est vrai qu'un comité d'entreprise, il fait des vacances, il fait un certain nombre de choses, il donne des prestations, donne un beau cadeau, mais le comité d'entreprise ne vous donnera pas des prestations qui sont liées à votre quotient familial, qui vous aidera quand vous êtes en difficulté et que vous avez besoin d'aide, qui vous donnera tout au long de votre vie un certain nombre de choses pour pouvoir continuer et fera preuve de solidarité. C'est un partage sur les loisirs. Je dirais que le CGES va bien au-delà de ça. Et ce que je voudrais dire et souligner, c'est que les personnels eux-mêmes l'ont compris et le savent. Puisque si on regarde au point de vue des constitutions de dossiers, nous avons dit nous avons à peu près 900 000 salariés, 900 000 agents publics, et nous avons sur ces agents plus de 700 000 qui ont fait un dossier CGES. Donc je considère que pour eux, le CGES c'est quelque chose. Ils savent qu'on donne des prestations, qu'on fait un certain nombre de choses. Et moi je pense que si on vraiment s'en servir comme aide au recrutement pour fidélisation, il faut que les directeurs des établissements s'imprègnent de l'action sociale qui est faite au niveau du CGES, la comprennent et la traduisent et la présentent bien au personnel qui vont recruter. Alors Denis Fréchou, la balle est dans votre camp. Est-ce que les directeurs de centres hospitaliers publics présentent bien le CGES, présentent bien l'action sociale? Et puis, est-ce que c'est devenu un vrai atout pour recruter du personnel? Aller les shipper peut-être pas du côté de Peugeot, parce que ça serait peut-être pas tout à fait les mêmes métiers, mais les shipper ailleurs? Oui, d'abord, je voudrais également dire, ça me paraît important, même si on est là pour parler du CGES, que l'action sociale des établissements hospitaliers ne se résume pas au CGES. C'est-à-dire C'est-à-dire que tous les établissements mènent, au-delà de leur contribution au CGES, une action alors qui, elle, est différente d'un établissement à l'autre, qui a un poids financier non négligeable. Hein, Donnez-nous un exemple pour bien comprendre. Du côté de chez vous, à Saint-Maurice, combien vous payez au CGES et combien vous dépensez à côté en matière d'action sociale? Pour ma part, je travaille en région Île-de-France. Le fait d'avoir des crèches, par exemple, c'est toujours un élément important dans les établissements hospitaliers. Mais j'ai travaillé aussi bien en province qu'en région parisienne. C'est beaucoup plus important en région parisienne qu'en province. Bon, pour donner un ordre d'idée, sans rentrer dans le détail, les deux établissements dont j'ai la responsabilité, puisqu'il y en a deux, consacrent ne serait-ce que à la subvention qui est donnée aux crèches, plus que la cotisation au CGES. Ça donne déjà une idée. Hein, donc beaucoup d'établissements consacrent 2, 3, voire parfois plus que ce qu'ils donnent au CGES à l'action sociale. Ça dépend de quoi? C'est des négociations dans l'établissement avec les organisations syndicales? Bien entendu, avec nos instances, avec les représentants du personnel. Et alors, non seulement c'est différent d'un établissement à l'autre ou d'une région à l'autre, mais le type de prestation et le poids que ça représente financièrement peut être différent aussi suivant les catégories sociales auxquelles on s'adresse. Hein, la demande n'est pas forcément la même. Mais bon, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience de nos collègues. D'abord, il y a une demande qui est exprimée des personnels au-delà de ce que fait le CGES. Alors, il y a ensuite, évidemment, quand on est dans cette logique-là, une discussion à avoir de ce qu'on a intérêt à mutualiser dans le cadre du CGES. Je pense notamment à un autre aspect qui est très mal couvert par les établissements hospitaliers et qui représente une très forte demande en région Île-de-France, c'est la question du logement. À l'évidence, certains établissements hospitaliers en région Île-de-France ont essayé de répondre à ça individuellement. On sait qu'on ne peut pas y répondre individuellement. La seule solution, c'est la mutualisation. Et l'outil de mutualisation qu'on a, il existe, c'est le CGES.
Je m'adresse à la présidente. Ça fait partie des sujets d'avenir. Monsieur Coiffe, oui, allez-y, je vous en prie, prenez un micro. Sur cette notion... Oui, justement, du logement. Voilà, c'est un exemple type parce qu'il existe déjà un certain nombre de dispositions, comme le FSL, qui nécessite justement, qui a eu du mal un peu dans sa gestation, etc. Y compris, il y avait des offres qui n'ont pas été saisies à un certain moment par les établissements hospitaliers pour s'appuyer sur ce fonds, pour soutenir un certain nombre d'actions en matière de logement qui est, à Paris, mais comme dans un certain nombre de villes importantes, quelque chose de déterminant pour les agents. Donc il existe un certain nombre de possibilités. Et là, ça a été fort bien dit, la question de la mutualisation est quelque chose de central. Si chacun fait dans son coin, on va vite atteindre des limites. Et on voit que l'établissement qui a une taille importante disposera fatalement de plus de moyens qu'un établissement moins important. Et donc les agents n'auront pas accès à la même possibilité, à la même prestation. Et c'est là qu'intervient justement cette solidarité, la mutualisation et l'esprit d'accepter, de dire je vais peut-être consacrer telle somme qui ne va pas recouvrir très exactement par rapport au nombre d'agents que j'ai la prestation, mais il se peut qu'une année, eh bien, je dispose de plus de moyens que ce que j'ai mis dans ma cotisation. Donc il faut accepter cela. C'est tout le jeu de la mutualisation et de la solidarité. Et sur la question du logement notamment, c'est quelque chose de fondamental. Dominique Coiffard, vous souhaitiez réagir tout de suite? Oui, je pense quand même peut-être qu'il aurait fallu anticiper, puisque à une époque, les hôpitaux, alors c'est peut-être moins aujourd'hui, avaient un parc immobilier suffisamment important et la réflexion ne s'est pas engagée rapidement et c'est un peu dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, alors c'est un peu moins vrai à PHP qui avait pris à bras-le-corps un petit peu ce problème du logement pour ses agents. Par contre, dans les hôpitaux de province, ça n'a jamais été pris en considération et c'est vrai qu'on se trouve face à de grosses difficultés. Nathalie Gamio-Chipi, sur cette problématique. Oui, moi je voulais revenir sur les... Alors, je vais faire le lien. Alors, allez-y. Je voulais revenir sur l'attractivité. Je crois que l'attractivité dans les hôpitaux, ça doit passer quand même par de meilleures conditions de travail, par des salaires plus importants. Voilà, tout ce que revendiquent les salariés, c'est ça aussi les attentes. C'est quand même ce qu'il faut mettre en avant. Et l'action sociale alors après, moi je pense quand même que sur la question du logement, oui, il y a les recours, etc. Mais il y a aussi, il ne faut pas que ça se substitue non plus à ce que doivent mener les pouvoirs publics en matière de logement, etc. Alors après, on a à réfléchir quand même à tout ce qu'on peut promouvoir et qui est peut-être encore insuffisant puisque ça représente, on a vu dans les prestations à peu près 20% du budget, tout ce qui est le droit aux vacances, l'accès à la culture, aux loisirs, au sport. Moi, je pense qu'il y a aussi ça à promouvoir et à développer. Et surtout, ne pas substituer l'action du CGOS à ce que doivent mener les pouvoirs publics. Alors, c'est très bien, on va poser tout de suite la question des prestations offertes aujourd'hui par le CGOS. Est-ce que les salariés vous en parlent? Quelles sont leurs attentes? André Fritz souhaitait qu'on puisse aborder cette question-là. Est-ce que vous avez des études les uns et les autres? Est-ce que les salariés que vous rencontrez dans vos hôpitaux ou les syndicalistes que vous rencontrez vous disent-ils, tiens, nous, on est plutôt portés sur tel ou tel type de prestation? Comment ça se passe? Qui a envie de répondre? N'hésitez pas. Hein. Moi, je peux me lancer. Ah, excuse-moi, Nanon, mais si tu veux, vas-y. Moi, je voudrais d'abord en dire en ce que concerne le CGOS, il essaie de voir s'il répond aux attentes des agents, aux attentes des salariés. À travers une étude ? On fait une étude, on fait des enquêtes de satisfaction pour voir si les prestations que nous offrons à l'ensemble des agents de la fonction publique correspondent bien à ce qu'ils souhaitent ou s'il est nécessaire pour nous de nous adapter. Et nous faisons ça pratiquement. Nous avons fait une dernière enquête assez récemment et des résultats qui sont ressortis. On peut dire que finalement, les agents considèrent que nous avons fait de gros efforts et que nous collons un peu à la réalité de leur demande. Alors, bien sûr, il faut encore que nous progressions, mais ça correspond, les agents considèrent que de plus en plus on répond à leurs besoins, notamment les agents qui ont des très bas salaires et qui ont besoin du CGS et qui disent souvent merci parce que lorsque nous étions dans une situation difficile, nous avons rencontré le CGS et le CGS nous a aidés. Et nous avons les autres catégories qui disent finalement le CGS a fait son évolution aussi, puisqu'il s'ouvre, il ne fait pas que, je dirais, des prestations et des aides, il nous permet aussi loisirs, culture,
voyage. Et on en a besoin aussi dans la vie qu'on mène, dans le travail qu'on a, aussi besoin de rêver, de faire un peu autre chose. Didier Bernus, quelles sont les prestations auxquelles vos adhérents sont les plus attachés aujourd'hui ? Première chose, la question, et on voit, il y a une augmentation très sensible des demandes d'aide remboursables ou non remboursables. C'est une constante dans toutes les régions. De plus en plus d'agents sont soumis à des difficultés de la vie et ont besoin, parce qu'ils ont eu un accident de la vie, ils ont des difficultés d'avoir un coup de main. Et le CGOS ne répond pas à 100%, bien sûr, et ce n'est pas sa vocation, mais est un complément, peut aider, peut colmater, peut accompagner un agent qui est en difficulté. Donc ça, c'est une prestation vraiment importante. Une deuxième prestation importante, c'est tout ce qui y a autour de la famille et de l'enfant, parce que là aussi, à la fois du point de vue, compte tenu des horaires pour bon nombre de personnels, qui sont des horaires décalés, etc. Donc, on voit pour tout ce qui est prestations pour la petite enfance, c'est quelque chose de primordial, parce qu'on est dans des secteurs où il y a des contraintes encore supplémentaires par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et puis l'accompagnement au niveau des études, parce que les études coûtent cher. Même si l'école est gratuite et obligatoire, mais elle coûte cher. Et on a beaucoup de collègues qui ont besoin, pour permettre à leurs enfants de suivre des études, d'avoir cet accompagnement. Et puis, troisième prestation à laquelle nous sommes vraiment très attachés, c'est la prestation maladie, qui permet d'apporter un complément donc aux collègues qui sont en difficulté de santé et de pouvoir les accompagner pendant une période donnée, avoir un complément de salaire quand ils passent à demi-traitement et éviter une paupérisation de nos collègues qui sont malades. Donc ça, ce sont vraiment les piliers, le socle qui doivent constituer, de notre point de vue, vraiment le cœur de cible. Le cœur de cible.